Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance d'essence. À très bientôt, venez nous rejoindre. Voilà. Mélina, bonjour. Bonjour Yuma. Ça fait très longtemps qu'on ne se voit pas, même pas par l'écran. Oui, ça fait un bon moment. Je suis très Voilà. heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Oui, et moi aussi, je suis très heureuse parce que ce qui est très étonnant, si tu veux, c'est ça qui est mystérieux dans la vie, hein, c'est que la vie a fait en sorte qu'on ne se voit plus beaucoup, on ne se parle pas tellement, voilà, et puis je suis partie vivre loin et puis tout d'un coup, le livre, a provoqué ton retour. Je ne sais pas très bien comment, mais en tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup parce que tu as été présente pour moi. Tu as été présente pour moi dans un moment où effectivement, j'avais, quelque part le souhait que des personnes me soutiennent dans l'exposition de ce récit et voilà et donc merci beaucoup et je vais être très, très, intéressée par tout ce que tu as à me dire et l'expérience de la lecture du livre pour toi. Merci. Ben oui, écoute, moi, quand j'ai vu que tu parlais de la publication à venir de ce livre, j'ai été tout de suite attirée. D'abord parce que j'ai lu ton premier livre, La voix qui danse, que ça m'avait déjà laissé un souvenir fort. Donc je me suis dit, si elle réécrit un livre, ça va être quelque chose. Et les illustrations aussi. L'image tout de suite de la première page, il y avait quelque chose, on pouvait déjà pressentir, la poésie, la magie, du contenu. Donc oui, j'avais très envie de promouvoir, ce livre à venir et maintenant que je l'ai lu, voilà. Ta 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 Oui, ta! oui, oui, je vois, je vois. Bah, écoute, je suis très curieuse, je j'ai envie de t'écouter, donc je t'écoute. Alors, je dirais que la lecture a été, transformatrice déjà. Il y a vraiment des éléments qui m'ont percutée, qui m'ont interrogée, qui m'ont rappelé les pratiques qu'on a échangées, que tu m'as enseignées aussi et que j'ai eu, la chance de pouvoir expérimenter. Donc le fait de lire, ça tout de suite, ça venait réveiller en moi les souvenirs de la pratique, et même dans mon corps, les mémoires de que ce soit de la méditation, des visualisations. Donc tout ça était bien présent dans le livre. Maintenant, je sens que c'est un livre que je vais lire et relire encore et encore parce que justement, c'est comme si c'est tellement profond que je pense qu'en une lecture, j'ai pas encore tout reçu, et je j'ai envie de encore relire certains passages et donc il y avait des tu m'avais proposé de peut-être pouvoir, te demander ou voilà, ou de discuter sur certains aspects et moi, il y en a un le premier qui est venu, qui m'a interpellée très fort, c'était l'élément du feu. J'ai jamais en fait, pensé à ce que tu proposes dans le livre, donc de se rendre compte que l'élément du feu a été à l'origine de beaucoup de dérives et de beaucoup de, voilà, mal je sais pas comment on pourrait dire, de perdition. Et d'abord, je l'avais pas pensé, donc déjà je me suis dit: «Ah mais oui, ça fait sens énormément», notamment aussi par rapport au lien que tu fais avec le réchauffement climatique qui est une très grande amplification d'un feu, non canalisé et donc il y a un moment dans le roman, tu poses la question: «Faut-il faire du feu?» Et je me suis vraiment dit: «Waouh, quelle grande question!» qui implique beaucoup, beaucoup de remise en question. Donc je voulais t'entendre par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu veux lire un passage à ce sujet? Comme ça, Oui. on bavarde autour du passage, mais tu vois, c'est intéressant parce que pour moi, ici, aujourd'hui, c'est un peu le sujet du jour. C'est curieux, tu vois? Donc après, je te dirai pourquoi. Mais en fait, ce matin, au petit déjeuner, avec Raji, on a parlé de ça. C'est Oh! c'est drôle, oui. C'est magique, c'est toujours comme C'est ça, vraiment le sujet du jour, oui. Voilà.
Alors, il y a plusieurs passages, mais celui que je pense que je vais proposer de lire, c'est celui justement, voilà. Page? Donc c'est la page 143 D'accord, et Tria, rêve de flammes dans la nuit, d'accord. ça lui manque et elle dit: «Le feu a détruit ma civilisation. Quelques bougies dans l'atelier lui suffiront. Le réchauffement climatique est une amplification du feu.» Tria s'en méfie. Petite, elle avait vu un film, Mowgli, elle se souvient encore des images. Elle avait adoré ce petit garçon, élevé dans la jungle par des animaux sauvages, qui mettaient accidentellement le feu à la forêt. Les hommes préhistoriques faisaient du feu, puis ils le gardaient, enfin ils se le disputaient. Le feu servait à chauffer les maisons, éclairer les chambres, cuisiner, voyager, détruire l'ennemi. De fil en aiguille, les ennemis se multipliaient, de grandes armées s'affrontaient. Des bombes atomiques menaçaient. La folie humaine soufflait partout sur terre. Faut-il faire du feu? Voilà, Ouais, moi, ce passage-là m'a vraiment remuée. d'accord, d'accord. Hem, Bah, merci Mélina. C'est le thème du jour parce que d'abord ce matin, j'ai tiré une des cartes de Chögyam Trungpa Rinpoche, qui, disait: «La bonté, est comme le lever du soleil». Oh, Et ensuite, c'était curieux parce qu'au petit déjeuner, on parlait, mon compagnon et moi, on parle souvent de choses comme ça, des éléments ou de la danse ou du souffle. En général, ça tourne un peu autour de ça, nos conversations. Et je ne sais pas par quel moment, comment ça se fait. Ah oui, c'est revenu autour de la pratique du Tummo, qui est la génération de la chaleur interne. Et de ma propre expérience, hein, par rapport à la chaleur interne. Donc c'est le rapport au feu personnel, si tu veux. C'est-à-dire que comment l'être humain, en tant qu'être, conceptuel, créatif et intelligent, dans le sens où il est tout à fait capable de prendre, des éléments et de les transformer, d'en faire quelque chose. Et il peut en faire quelque chose qui est bon pour tout le monde et il peut en faire quelque chose qui n'est pas bon pour tout le monde ou moitié-moitié. Mais enfin, en tout cas, cette capacité-là fait que le rapport qu'on a au feu avant d'être, hem, la manifestation du feu à l'extérieur, le fait de faire du feu, c'est aussi le rapport qu'on a soi-même avec le feu dans notre propre existence, donc la chaleur de notre propre, système sanguin, si tu veux, hein, parce que le sang chaud, on est des mammifères, le sang chaud. Mmh. Et voilà, et donc on parlait de ça et puis, on en vient justement, petit à petit à ce roman et heu et il me dit: «Mais c'est pour ça que dans ton roman, elle se retrouve tous les matins au lever du soleil» et je lui réponds: «Mais en fait, c'était un problème technique» et il me dit: «Mais quoi? C'était quel problème technique?» Je dis: «Beh, c'était le problème technique que mes héroïnes ne pouvaient pas se rencontrer, à un autre moment de la journée sans faire du feu, parce que ça n'avait pas de sens de se retrouver le soir sans faire du feu. En journée, ça n'avait pas de sens parce qu'il faisait trop chaud ou c'est pas le moment le plus agréable et donc en fait, le lever du soleil, c'est le moment sur cette île qui est le plus propice à la rencontre et du coup, ça me ramenait mais en fait, c'est le des fois, quand on écrit, je crois que c'est comme ça pour beaucoup de monde, quand on écrit les personnages et le récit, il t'emmène vers quelque chose. Tu n'as pas toujours le contrôle sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont proposer. Et là, en fait, je n'avais pas prévu au départ cette histoire du lever du soleil. Et cette histoire, en fait, m'a obligée d'avoir une réflexion. Et c'est vrai que j'ai eu l'image qui est revenue de ce film. C'est un film que j'aime beaucoup avec le petit Mowgli. Et il est très joli, ce film, il est très bien fait. Donc, ce n'est pas le dessin animé, c'est un film avec un vrai petit garçon qui joue. Et c'est un mélange hein, d'effets, d'effets visuels et de un véritable petit garçon. Et donc, à la fin, il y a cet incendie dans la forêt que le petit garçon a ramené le feu dans la forêt et du coup, la forêt prend feu. Et, et moi-même, quand j'ai vu le film, ça m'a fait réfléchir. Donc moi, c'est le film qui m'a fait réfléchir à ça.
Mais dans le livre, dans le roman, je n'essaye pas vraiment de revendiquer quoi que ce soit, en fait. Je pense que le livre, ce qu'il propose, c'est un réajustement de notre attitude vis-à-vis du monde qui consiste à retrouver en soi-même, les éléments qu'on explore toujours en général en projection vers l'extérieur. Mmh. Et beaucoup inspiré bien sûr par l'attitude yogique, et particulièrement des femmes yoginis. Donc c'est particulièrement inspiré par des femmes de sagesse qui ont existé historiquement et qui ont laissé des poésies, qui ont laissé des témoignages ou bien qui ont laissé des récits. On parle d'elles, hein, on parle de assez peu de femmes, mais il y en a quelques-unes qui ont laissé des traces, sous forme de récits, de paroles, de chants. Et la canalisation du feu, c'est aussi quelque part la canalisation de la sexualité, hein, évidemment, hein, donc c'est la digestion et la sexualité, ce qui est en même temps, hem et non pas seulement en allégorie, mais en réalité, la capacité que nous avons d'alchimiser notre, propre, intelligence, hein, donc je Mmh. choisis le mot intelligence exprès. Donc en fait, le mental n'est pas un problème en soi, c'est simplement qu'il a besoin d'être, au service de cette alchimie pour pouvoir faire de sa vie un temps, hein, qui nous libère, du temps. Voilà, grâce au corps. Donc c'est-à-dire que le corps devient l'outil par lequel on se libère du temps, parce qu'il est soumis au temps, mais en même temps il est lourd. Et comme le corps est lourd, on peut s'ancrer du point de vue temporel dedans pour que notre mental et notre esprit prennent un certain aplomb. Et ça permet alors de lui proposer à notre esprit de se tranquilliser pour justement pouvoir explorer, toute la créativité, qui nous habite sans être, pris dans les mondes, sans être Mmh. kidnappé. Mmh. Voilà, et donc le feu dans le livre est devenu très important parce qu'il y a aussi ce chapitre, hein, sur, le feu intérieur, qui est en fait une expérience de Tummo spontanée en fait, qui est l'illustration d'une expérience que j'ai vécue. Mais le Tummo pratiqué vraiment dans les yogas tibétains, c'est un véritable apprentissage de la maîtrise du feu intérieur. Donc Tria, elle est différente parce qu'elle est le personnage là-dedans qui s'en fout complètement des yogas, ça l'intéresse pas au départ, tu vois? Elle est toute à l'extérieur, tu vois? Donc c'est elle qui pose toutes ces questions justement parce que les 2 autres, femmes en face d'elle n'ont pas cette inquiétude. Elle, d'ailleurs, tu Oui. remarqueras que Tria, c'est celle qui dit qu'il ne faut pas faire de feu, mais en fait, c'est la seule qui allume un feu. Tu vois? Donc j'ai toujours voulu dans ce roman qu'il y ait une possibilité, de comprendre que c'est on danse sur les 2 pieds, mais à la fin, l'équilibre est entre les 2. Tu vois? Il y a une voie du milieu là-dedans, c'est qu'on ne peut pas, affirmer que la droite a raison ni la gauche a raison. Il faut trouver, comment les 2 travaillent ensemble. Donc, elle dit, personne d'autre ne lui dit qu'il ne faut pas faire de feu, c'est elle, justement, la seule qui n'est pas une yogini, la seule qui n'a pas, eu jusqu'à présent une recherche personnelle de son feu à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas eu le temps non plus. Mais c'est elle la seule qui va allumer en fait quelques bougies. Bon, elle va se maîtriser quand même. Oh. Et donc le roman ne prétend pas qu'il y a un problème dans, le fait de faire du feu, mais il avertit: «Est-ce que nous pourrions faire un peu attention à Mmh. ce qu'on fait, quoi?» Voilà. Mmh. Et d'une façon moins moraliste, Mmh. moins, formelle, c'est-à-dire que il y a des circonstances dans lesquelles tu auras besoin et d'autres dans lesquelles peut-être tu peux t'en passer, mais c'est plus: «Est-ce que j'ai une relation avec ça? Est-ce que quand Mmh. j'allume, une ampoule, je me rends compte de ce que c'est?» Hein, par exemple. Sans moraliser. Et c'est un petit peu ça, je crois, que le livre propose. C'est de prendre conscience de l'eau du robinet ou du manque d'eau dans le robinet et cetera. Mais aussi à l'intérieur de soi-même, quel est notre, rapport profond aux éléments? En tant que constituant de notre être, hein. Mmh. Tout à fait, et c'est d'ailleurs un autre passage que j'avais,
relever, c'était, l'alchimie du feu. Comme tu dis, le moment où là, par contre, c'est le feu, mais à l'intérieur. C'est ça que j'ai trouvé fort, en fait, dans le livre, c'était que on reçoit, des interrogations ou des réflexions de l'extérieur et puis on voit comment c'est utilisé et approfondi à l'intérieur et ça, j'ai vraiment vécu le basculement, comme tu dis, de entre Tria qui en parle et puis après plus loin dans le chapitre 11, là, tu as toute la description de ton expérience, je pense, que tu c'est ce que tu dis, hein, que tu l'as vécu toi, réellement et là, par contre, c'est une autre dimension du feu. Oui, c'est l'éveil du feu de la sexualité qui va transmuter en fait, complètement, hein. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas, y réfléchir, on ne peut pas le décrire en fait. Il faut passer à la casserole parce que ça n'a rien à voir avec, l'approche qu'on a d'habitude, à la sexualité. Mais il y a tu sais comme ces briquets là pour allumer le feu à gaz là? Ça fait Ouais. clic clic comme ça, tu sais, tu fais clac 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 et ben Ah oui, ça je au vois. niveau par exemple pour une femme, c'est au niveau du clitoris, hein, donc cette, ignition, hein, du moteur, tu t'en sers en fait pour chauffer ton corps. Mais là, je parle de la pratique, hein, je ne parle pas de l'événement spontané parce que l'événement spontané, il a été plutôt induit par une véritable émotion et comme j'avais à ce moment-là des instructions que j'explique dans le livre, hein, pour, travailler avec les émotions telles qu'elles apparaissent et cette émotion-là, elle était particulièrement reliée au feu, en ce qui me concerne. Donc à ce moment-là, c'est l'émotion elle-même qui m'a transportée à cette expérience. Mais c'est vrai que c'était une expérience avec l'émotion qui demandait un certain entraînement parce que ça fait peur. Mmh mh. Je pense que ça doit faire peur peut-être avec toutes les émotions. Donc une fois qu'on est entraîné, en fait, on peut faire confiance et se rendre compte que la peur qu'on a n'est pas, ne ne nécessite pas non plus qu'on lui fasse trop confiance. On peut l'accepter, on intègre ce qu'on a peur, c'est pas de problème, au contraire, hein. Et c'est très Mmh. important de se rendre compte qu'on a peur. Mais à un moment donné, d'accepter, cette, excessive, chaleur, cette excessive, brûlure et c'est vrai que dans l'expérience, ce qui fait peur, c'est cette sensation d'être annihilé. Mmh mh. Mmh. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui se passe et en même temps, c'est ça qui se passe. Mmh. Voilà, c'est là que le paradoxe devient important. C'est-à-dire que quelque chose est vraiment, vraiment, complètement détruit par le feu et en même temps, en fait, on est quand même toujours là. Mmh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais et donc quand, c'est pratiqué, par des yogas, c'est le corps qui devient vraiment le vase pour cette pratique et là, c'est une maîtrise, à partir de la matière, physique vers la lumière et une lumière très, très réelle, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la lumière habite vraiment notre être. C'est tout à fait extraordinaire d'ailleurs. On est plein, plein, plein de qualités lumineuses en nous. C'est moi je suis, admirative de cette capacité de l'être humain, c'est merveilleux. C'est vraiment toute la base, hein, des pratiques, tantriques, c'est comme ça qu'on rentre dans le monde sacré. C'est-à-dire que le monde, petit à petit, on commence à voir qu'en fait, notre perception du monde est une, mais en réalité, il y a quelque chose en dessous, en sous-jacence, hein, qui est, extrêmement, lumineux Mmh mh. et extrêmement libre et extrêmement, oui, je peux dire le mot pur. Pur dans le Mmh. sens où c'est avant qu'on ajoute quelque chose, mmh et ça, c'est aussi présent dans la pratique de Tshö, hein. Donc la pratique de Tshö fait aussi partie, des éléments qui sont présents dans ce livre. La pratique de Tshö n'est pas expliquée dans le livre, mais en fait, c'est l'offrande du corps, mmh. Donc c'est Mmh. l'offrande du corps pour transformer, les aspects, négatifs, qu'on appelle, démoniaques, mmh. Mais par l'offrande et par, justement, l'absorption, de ce qu'on appelle la
l'aspect démoniaque, qui permet en fait de guérir cet aspect démoniaque à partir du moment qu'on accepte de ne pas se sentir soi-même autre chose que cette énergie-là. C'est-à-dire que cette énergie démoniaque n'est pas externe à soi-même, Mmh. même si elle se manifeste chez quelqu'un d'autre. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre vient vers moi et me montre une chose qui me fait peur, une chose qui est horrible, une chose qui est abominable, allez, monstrueuse peut-être, hein. Donc, et bien sûr, hein, que j'ai peur, bien sûr que j'ai tout ça, mais à l'intérieur de mon esprit, invincible et profond, il y a une possibilité de soulager cette souffrance-là. Et alors, ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a un véritable renoncement à la guerre. Mmh. Tu vois? Et donc ça, c'est dans le livre et c'est très important parce qu'en fait, c'est comme ça que Ariabi, un peu sans le faire exprès finalement, va nourrir les êtres de l'île. Et comme il y a un concours de circonstances un peu, de science-fiction, hein, qui va favoriser la transformation biologique de l'île et des êtres de l'île et des animaux, la nécessité, que la vie soit un système d'un qui mange l'autre, qui mange l'autre, qui mange l'autre, n'existe plus puisque sur l'île, ils sont tous alimentés par la lumière directement. Mmh. Mmh. Bon là, Oui, c'est bien sûr de la fiction, mais en même temps, c'est une fiction, si tu veux, qui est tout à fait en cohérence avec, les pratiques yogiques de canalisation du feu, utilisation de l'énergie sexuelle et l'offrande du corps, oui, l'offrande de son tout à propre fait. corps, oui. Oui, cette partie-là, elle est fascinante et comme tu dis, c'est clair que c'est pas par l'intellect qu'on le comprend ou qu'on le perçoit, c'est par le corps. Donc, moi, par exemple, qui n'ai pas pratiqué comme toi, autant et qui ne connais pas toutes ces pratiques, c'est comme si j'entraperçois des possibles, on goûte un peu parce que tu décris quand même vraiment bien, donc on goûte un petit peu, mais en même temps, c'est pas complètement clair parce qu'on l'a pas pratiqué. Donc, on reste avec un: «Ah, qu'est-ce que c'est?» On aimerait bien complètement y goûter. Oui, mais c'est la poésie aussi, hein, donc la poésie n'est pas censée expliquer les choses. Mmh. Tout à fait, tout à fait. On les ressent plus qu'on ne les comprend. Ouais. Mmh. Oui et aussi il y a, justement cette question de l'absorption. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, c'est fort quoi. Toute cette partie sur l'absorption, c'est très puissant. Il y a un moment vraiment où tu dis: «Les femmes ravies absorbent au lieu de perforer». Cette phrase, elle est c'est comme un éclair, je l'ai relue plusieurs fois, et c'est tellement à l'encontre de ce qu'on nous apprend tout le temps et que l'on voit autour de nous tout le temps, qu'il y a quand même un moment d'hésitation quand on reçoit la phrase. Il y a un moment de: Je ne suis pas si sûre». Mais de par justement les pratiques que j'ai pu partager avec toi, oui, je suis, convaincue et ça, je me dis: «Est-ce que tu l'as?» Je me demande à quel point dans le roman que tu proposes, tu as souhaité initier parce que c'est vraiment le cas, tu nous partages des secrets de sagesse, tu nous partages des pratiques, qui sont vraiment pas forcément connues de tout un chacun et tu le fais parce que tu penses que c'est possible, que les gens soient initiés, que les gens soient prêts pour ça? Écoute, je ne pense pas que j'ai pensé tout ça, mais Mmh. ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais tout à fait arrêté de danser, puis j'ai eu des soucis de santé et il y a eu à l'intérieur de moi un besoin, un appel qu'il fallait que je manifeste, le message de Yeshe Tsogyal. Mmh. Donc ça n'a pas beaucoup de sens rationnel. Je ne peux pas expliquer rationnellement, ouais, c'est peut-être simplement une obsession personnelle. Mais c'était, une tu sais, des fois, il y a des certitudes à l'intérieur qui apparaissent comme ça, hein. Donc en général, c'est souvent signe que c'est important de en tout cas, au moins, d'y prêter attention, minimum.
Et ça a été un très, très long processus, parce qu'en fait, je pense que cette, cette sensation-là a dû m'apparaître probablement en 2007. Après la danse du luth et la danse sur la patience, donc après ça. Donc j'ai commencé à ressentir ça, mais en fait, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et en fait, le livre, c'est l'aboutissement de tout ça, tu vois? Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce processus qu'en fait, ce qu'on appelle, je crois, hein, ce qu'on appelle l'archétype profond féminin de la Dakini n'est effectivement pas une femme dans le sens sexuel. C'est-à-dire, c'est l'archétype à laquelle on donne une forme anthropomorphique, bon, plus ou moins, hein, parce qu'elles sont souvent un peu étranges, mais parce que l'être humain a besoin de forme pour s'appuyer, mais non pas parce qu'elle soit réellement une forme, elle n'a pas de forme. Mais cet Mhm. archétype est universel parce qu'en fait, tu le retrouves dans l'archétype de l'ange ou tu le retrouves dans l'archétype de la muse. Et universellement, ou bien est asexué ou bien est plutôt féminin, parce que même les anges, ils ont un petit côté quand même un peu féminin. Mhm. Pourquoi? Non pas parce qu'on les assimile à des femmes, mais parce qu'en fait, la qualité féminine de l'esprit, c'est sa capacité à unir le masculin et le féminin pour féconder. Donc c'est pour ça. Euh, c'est parce que si l'esprit féconde sa propre illumination, il y a une union du masculin et du féminin, et ça se fait forcément dans une forme qui accueille et qui absorbe. Mhm. Euh, donc, ce livre, il propose, euh, sans imposer, hein, il propose de regarder par la porte et de peut-être franchir le seuil, hein. Parce que je trouve que c'est étrange qu'on ne s'intéresse pas plus à ces choses dans le monde. Je trouve ça étrange. C'est-à-dire que si l'être humain a développé dans plusieurs endroits du monde la capacité, par exemple, à gérer sa sexualité, à gérer même aussi sa capacité de concevoir, parce que dans les yogas profonds, les femmes peuvent avoir des enfants ou pas avoir d'enfants, l'homme peut éjaculer ou pas éjaculer. On peut transformer notre orgasme en quelque chose d'extrêmement puissant du point de vue justement d'éclairer notre vie, hein. Mhm. Et ce n'est pas du tout un processus euh, basé sur l'espoir de s'appuyer sur quelqu'un ou sur même l'espoir d'avoir des enfants pour qu'ils s'occupent de moi plus âgés. Non, c'est un processus qui est basé sur une qualité intrinsèque du propre corps humain, qu'il soit masculin ou féminin, peu importe, hein. Qu'il Mhm. soit masculin ou féminin, il a le même potentiel. C'est juste que pour une femme, si elle se concentre, c'est un peu plus facile. D'accord. Donc moi, le livre, c'était ça que je voulais donner. Et petit à petit, il a pris cette forme avec certaines choses qui sont des choses auxquelles j'ai réfléchi, mais d'autres qui sont apparues dans le livre, en fait, par elles-mêmes. Mm. Mhm. Donc je ne sais pas, en fait, comment les gens peuvent prendre ce récit. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous, de vous inviter à en parler, d'avoir des retours. Voilà, parce que moi, j'ai besoin aussi d'être initiée par les fruits, hein, de cet arbre. Mm. Mais comme tu dis, en fait, on ouvre la porte et en tout cas dans mon cas, on a envie clairement de franchir le seuil. Après, il y a aussi un moment où tu dis, tu parles du paradis et tu dis, on aurait pu faire en sorte que, dans ce monde, on ne travaille pas, on aurait pu faire en sorte que tout le monde ait à manger. Tu décris un peu, une qualité de vie qu'on aurait pu avoir et pourquoi on l'a pas. Et là, c'est pareil, on a accès, grâce à toi, grâce à des livres et aussi grâce à plein d'autres, ressources, on a accès à tellement d'enseignements, de sagesse, peut-être comme on ne l'a jamais eu. On ne doit pas, aller à cheval pendant des kilomètres, dans un autre pays pour essayer de recevoir l'enseignement de quelqu'un et pourtant, moi je le vois bien, c'est pas pour ça que je pratique tous les jours. Pourtant je finis quand même par me laisser distraire,
que ce soit, par, voilà, les émissions de divertissement ou enfin, je me laisse quand même facilement, partir quoi dans toutes ces illusions et après quand je lis ton livre, c'est comme si je me réveille. Je me dis: «Mais oui, c'est vrai, il y a tout ça. Pourquoi je regarde des émissions alors qu'il y a tout ça?» et que c'est tellement fascinant et que c'est tellement bon. C'est comme tu disais, c'est paradoxal. C'est paradoxal que ce soit là, accessible, possible et on n'y va pas forcément toujours. Oui, mais c'est aussi un contexte, hein, parce que donc je ne sais plus qui c'est qui parle de ça dans le livre, mais en tout cas, de toute façon, le livre ne prétend pas non plus qu'on pourrait faire un paradis de la terre. Je ne suis pas sûre. Je pense que la matière telle qu'elle s'exprime de nos jours, en tout cas dans notre époque, elle demande, d'être forgée par une certaine difficulté. Donc je peut-être que quand le monde se manifeste autrement, comme justement c'est le cas dans le livre, comme l'île de Bie, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Mais tu vois même dans le roman, la difficulté que Tria doit traverser parce qu'elle ne peut pas, Oui, accepter le paradis, hein, c'est ça. elle le supporte pas en fait. Il l'insupporte. Cette, cette paix profonde et cette absence de conflit pour elle est très confrontante, ouais et donc par ailleurs, hem on a été quand même élevés, en tout cas toi et moi, hein, dans une société, on n'a pas été élevés dans les mêmes pays ni dans les mêmes circonstances, mais c'est quand même plus ou moins la société après la 2e guerre mondiale, dans laquelle il y a eu quand même pas mal de facilités en Occident pour les blancs et donc on a pris aussi l'habitude d'être un peu, Mmh. mmh, gâtés dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a le droit à ceci, on a le droit à cela, on peut manger, on peut voir des films et puis avec l'internet, c'est de plus en plus et donc pour nous, ça pose vraiment la question d'être capable de choisir, à quoi on occupe notre temps, de développer, hein, c'est un peu comme tu tailles ton crayon, quoi, hein. Ouais. Heu, tu veux tailler ton crayon parce qu'au bout d'un moment, tu arrives plus, il écrit plus, quoi et bah, voilà, ensuite ça dépend de chacun. Donc dans mon cas, c'est la danse, hein. Donc c'est la Mmh. danse qui m'a forgée, c'est la danse qui m'a montré le chemin, c'est la et évidemment, mon point de vue par rapport à ça et mon expérience, c'est que le corps est très important, parce que c'est lui qui s'habitue et se déshabitue. Mmh. Donc si par Mmh. exemple tu regardes un film, tu peux très bien pratiquer en même temps Mmh. et ce n'est pas forcément une distraction, ça dépend. Si Ouais. tu regardes ton propre esprit, si tu continues à respirer ou si en tout cas tu te rends compte que tout d'un coup tu as fait une apnée. Tu sais un truc marrant Mélina, moi ça m'a vraiment fait rigoler parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon ben voilà, si je m'amuse à écrire un livre, il faut que j'essaie de comprendre les gens» parce que souvent oui, bah, d'ailleurs tu vas me dire, souvent j'ai remarqué que ce que je dis, ce que j'écris, c'est pas toujours ce n'est pas toujours facile pour les gens, de comprendre. Donc ça veut dire que moi je ne sais pas, communiquer convenablement pour les gens autour de moi. Mais moi, je sais très bien ce que je veux communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Je le sens très, très clairement. Mais des fois, il faut que je trouve. Et donc, j'ai commencé à regarder des séries. Donc, je me suis inscrite à Netflix pour pratiquer l'étude. En plus, au départ, je voulais que ce livre soit un livre policier. Tu vois, c'est raté. Mmh. Hein? Ah, c'est drôle ça que tu voulais que ce Ouais, soit un livre policier. ouais, je voulais un policier. Parce que je trouve que le policier, c'est un truc génial, parce que ça concentre les gens tout de suite, tu vois. Mais voilà et du coup, j'ai vu plein, plein, plein de trucs, sur Netflix et j'ai commencé à regarder mon propre esprit pendant que je regardais et je me suis dit: «Mais c'est incroyable!» parce que, par exemple, ce flic avec, cette nana ou cette fliquesse avec ce type, ils sont amoureux, mais ils se touchent jamais, ils y arrivent jamais et moi, je suis là, j'ai tout le temps envie, j'ai tout le temps envie. Qui et puis j'ai envie et je dis: «Mais c'est incroyable, je ne les connais pas, je les ai vus, peut-être 3 fois 1 heure et ça y est, je pense à eux», tu vois? Quelle Ouais. force! Quelle force! Et je me suis dit: «Mais en fait, si mon esprit réagit comme ça, c'est que je suis habituée à être, à tomber amoureuse,
de personnages et tu vois, de me Oui. projeter dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais tu peux aussi physiquement. Mais c'est sûr que pour que physiquement le réflexe vienne, il faut un peu déconditionner le corps. Donc là, ça demande quand même d'y consacrer un peu de temps. Donc il n'est pas question de pratiquer, d'être discipliné. C'est pas tellement ça. C'est plus de développer un rapport à la santé. C'est ça la Mmh. discipline. C'est ça que j'appelais rigueur dans liberté, rigueur, vertu. Hein. C'est développer un sens de la discipline qui fait que tu commences à être content en fait du temps que tu passes. Si par exemple tu apprends à cuisiner, eh ben, petit à petit tu connais la cannelle, tu connais le sel, tu sais que là, un peu d'huile d'olive, c'est pas trop cuit parce que quand l'huile est cuite, elle n'a pas la même. Tu vois. Et Mmh. petit à petit, Mmh. c'est ça, l'alchimie de la cuisine, par exemple. Hein. Et comment, pendant que je cuisine, mon corps, comment je respire. Donc, c'est passionnant de développer une présence au corps qui déconditionne la Mmh. distraction. Oui, Pour rendre à nouveau le corps présent à la simplicité de ce qu'il est en train de procéder, parce qu'on est ça rentre et ça sort tout le temps. Mm. Oui, hein. En plus, le corps, c'est basiquement surtout plein d'êtres, des oui. bactéries en général. Hein, oui. Mmh. Donc, en fait, c'est même pas moi. Donc ça veut dire vraiment déconditionner beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'au début, c'est moi et l'autre et l'autre et moi et celui-là et l'autre. Et c'est la difficulté à lire ce livre, c'est justement il t'empêche de penser comme ça. Hein. Parce qu'il te conforte dans un truc et tout d'un coup, il te casse tout le confort il t'avait donné pendant 10 à 15 pages de confort et paf, il te le recasse. Ou alors, il y a l'autre qui te parle de paradis et l'autre, elle te ramène un problème. Ou bien, Ariabi, elle arrive, elle lance des cailloux à l'autre jusqu'à ce qu'elle saigne. Et pourtant, on dit que c'est une femme de sagesse, tu vois. Mmh. Mais c'est parce que Trial a besoin qu'on lui lance des cailloux, c'est tout. Oui et aussi ce qui est fascinant, c'est donc déjà, effectivement, c'est un peu dingue comment tu arrives à aussi bien rendre la psyché, le vécu de ces 3 femmes qui sont totalement différentes et pourtant c'est très, très, perceptible. On sent bien chaque, univers et aussi ce qui est fou, c'est que pendant qu'on le lit, moi en tout cas, c'était clair que j'étais les 3. Il y a des moments, je sentais que j'étais Tria, il y a des moments, je sentais que j'étais Ariabi, il y a des moments, je sentais que j'étais Safi et je me disais: «Mais comment c'est possible de créer des personnages aussi distincts et pourtant avec lesquels je vais autant raisonner?» À plein de moments et il y a des moments, c'est pénible d'ailleurs de sentir qu'on se reconnaît. Par exemple, dans Tria, on reconnaît ses démons, on se reconnaît alors: je voudrais pas être Tria, je voudrais, être que Ariabi, par exemple, ou que Safi». Ben non, si, je suis clairement Tria aussi. Ça, c'est fascinant comment tu as réussi à je sais pas comment tu fais pour, En fait, Trial rendre s'est imposée, elle s'est imposée parce que sans elle, c'était impossible de raconter cette histoire. C'est ouais, elle qui s'est imposée. Hein. Et ouais. même, tu vois, même le fait qu'elle s'appelle Tria, c'est étonnant parce que tu connais hein, la technique de la première pensée, meilleure pensée. Hein. Ouais. Donc, en fait, Tria est apparue avec la première pensée, meilleure pensée. Et c'est pendant l'écriture que j'ai fait une recherche sur quelle était l'origine du nom Tria, parce que j'ai remarqué que ça existait. En fait, je ne savais pas Ah oui. que le nom Tria existe, en fait. Et en fait, c'est le diminutif de Démétria. Et en fait, Tria correspond complètement au mythe de Déméter. Et pourtant, je n'ai jamais pensé à Déméter, tu vois. Ouais, c'est Et pourtant, peut-être j'ai une très vague connaissance des mythologies grecques, un petit peu, mais je n'ai pas pensé à Déméter. Donc, il y a quelque chose là, si tu veux, qui, si tu te rends disponible, il y a des choses qui commencent à s'inscrire et qui se proposent plus dans le sens où tu t'es rendu disponible que dans le sens où toi, tu veux absolument raconter ta façon d'interpréter. Et Tria s'est imposée parce qu'il n'y avait qu'elle pour créer un pont entre le lecteur et ah oui. Ariabi, qui est complètement à l'ouest, là, et puis sa fille, qui, elle, est tellement secrète que c'est compliqué de... Est-ce que tu as remarqué aussi que sa fille, c'est elle qui fabrique un lingam? Bah oui. Oui, C'est complètement fou, tu vois. oui, Elle a été violée, oui. tu vois. Oui, tout à fait. Et moi, sur Et le coup, j'ai pas réfléchi à ça. les autres prénoms, c'était aussi des premières pensées, meilleures pensées? Oui, oui, je crois, je crois. Ariabi Est-ce que c'est aussi, oui. Ariabi aussi, je ne savais pas que le nom existait, tu te rends compte? ah bah oui, je sais pas qui il était. Oui, il existe, il y en a plein en plus. Oui, oui, Mmh. oui.
C'est tous des premières pensées, oui, oui. Mais, le récit, si tu veux, il est né à partir de quelque chose de personnel que j'ai raconté à quelqu'un, et cette personne à qui j'ai raconté cette histoire, elle a pleuré, et du coup, ça m'a montré qu'il fallait raconter cette histoire. Mais c'est devenu un roman parce que le roman me permettait justement de dépersonnaliser et d'avoir beaucoup de liberté. Mmh. Et voilà, et donc à partir du moment où c'est devenu un roman, et il y a toutes ces humanoïdes qui sont arrivés, tout ça, c'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. Et moi, je trouve ça génial. Pour moi, ça me renvoie à des lectures comme 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est des science-fiction qui sont tellement proches. C'est-à-dire que ça paraît pas justement une science-fiction. C'est peut-être ça qui est un peu fou, c'est que c'est une science-fiction et en même temps, c'est tellement actuel, tellement contemporain qu'on se reconnaît tout de suite dedans et ça offre comme un microcosme dans lequel tout d'un coup, tout peut nous apparaître. C'est ça que j'ai trouvé incroyable avec ce roman, L'île de Bie, on y est quoi, on est dedans. Enfin moi j'ai été dans l'île de Bie, pour moi j'ai été, là, dans l'île de Bie et elle est là, elle est toujours présente, elle existe réellement. Donc tu as vraiment créé un champ, d'information qui est très, très, ouais, il est très présent. On Mmh. le sent tout de suite que c'est très présent. Oui, oui, même moi, elle m'a fait ça, hein. Elle Ouais. m'a En fait, le texte a été terminé avant tous les événements de 2020. Oui, mais alors ça aussi, ça c'est Mmh. le poème, enfin c'est pas le poème, c'est la traduction de Yeshe Tsogal. Attends, c'est à quel endroit? Ça, c'est complètement fou ça. Quand elle décrit, elle dit, voilà: «Il y aura un temps, où, il y aura les abeilles ne feront plus de miel, les vaches ne donneront plus de lait» et cetera. Ce texte, il a été écrit il y a combien de Ah oui, il est très, très ancien, et c'est un texte traditionnel, donc moi, depuis très jeune, je connais ces textes, et c'est ça aussi qui m'a vraiment, motivée. C'est Je me dis: «Mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui connaissent ces textes et qui connaissent, Yeshe Tsogal?» Parce que son histoire, elle est incroyable, donc dans un mouvement, de valorisation du féminin, c'est important, aussi de connaître, des êtres qui, pendant leur temps, ont été des maîtres à part entière en étant femmes, dans un contexte qui a priori n'était pas favorable à ça, oui. et hem et qui l'ont été, d'une façon extrêmement, mmh, mmh, comment j'appelle? Non négociable, tu vois? C'est-à-dire, j'ai retrouvé entre-temps, même ici au Portugal, il y a une sainte qui était la fille d'un roi et qui a dit: «Moi, reine, non. Mariée, non». Elle voulait absolument être bonne sœur, et en fait, ils ne l'ont jamais laissée prendre les vœux de bonne sœur, mais elle a vécu comme une bonne sœur quand même, hein, et en fait, ils l'ont, sanctifiée plus tard, Mmh. béatifiée. Et donc c'est des femmes comme ça, et Yeshe Tsogal est très, très importante pour moi parce qu'il y a tous ces poèmes et parce qu'il y a cette histoire de sa transmutation, c'est comment elle a transmuté les énergies, la peur, la sexualité, la violence masculine, parce que, si tu regardes l'histoire de Yeshe Tsogal traditionnellement, elle est étayée d'agressions masculines sur son corps, en fait. Mmh. Mais en fait, elle, en tant que pratique dans le panthéon, du bouddhisme tibétain, elle est représentée par une femme voluptueuse qui est extrêmement sensuelle, tu vois? Mmh. Et donc ce sont des pratiques qui s'adressent justement à la qualité, de la peau, si tu veux, hein, Mmh. parce que chaque pratique, elle va avoir tendance à s'adresser par un canal de perception, hein, mais disons qu'elle, c'est vraiment le parfum de la fleur, c'est, la sensualité extrême, la sexualité. Mais quand tu regardes son histoire et que tu prends un peu de recul, tu te dis: «Mais en fait, cette fille, depuis qu'elle est enfant, elle était très belle, elle arrête pas de se faire attaquer, violer, marchander», et c'est ça qu'elle devient à la fin. Elle devient une Mmh. guérisseuse,
Elle a la réputation d'avoir vécu 200 ans Ah waouh! et heu et en plus de ça, c'est grâce à elle que le bouddhisme tibétain existe. C'est-à-dire que sans elle, peu importe, hein, que ce soit historique ou non, moi, je m'en fous que ce soit historique ou non, parce que c'est comme, tu sais, Peter Pan quelque part, il n'est pas historique, mais il existe, hein. Mais elle, d'une certaine façon, de toute façon, elle a existé, comme Jésus-Christ ou en tout cas, elle est connue non seulement par les Tibétains comme étant une femme éveillée, donc Bouddha. Donc très peu de gens savent qu'il y a Oui. une femme qui est reconnue comme étant Bouddha, hein. Mais en plus de ça, c'est elle qui a, consigné, si tu veux, tous les trésors, du Vajrayana tibétain et qui les a cachés, répandus dans tout l'Himalaya. Donc c'est un grand voyage qu'ils ont fait, ou bien elle avec Padmasambhava, ou bien parfois seule, pour que les enseignements soient partout, partout entre le Népal, le Bhoutan, le Moustang, et le Tibet. Et c'est elle qui a fait tout ce travail. Et donc, il y a du documentation, il y a des poésies, il y a des chants, il y a toute une tradition autour de Ishetsugal, d'une femme, si tu veux, qui prend cet rapport à l'agression et qui en fait une fleur quelque part. Ouais. Et moi, je trouve même quand j'ai fini d'écrire le livre, j'ai pensé plus tard, j'ai pensé, mais en fait, mine de rien, le message de Yeshua Sogal, il est christique. Oui. Parce que si je repense à ce que signifie le Christ, j'ai l'impression que la résurrection du Christ après être crucifié, en fait, c'est qu'il a absorbé l'agression et qu'il est revenu lumineux et invincible, quelque part. Enfin, Oui. c'est comme ça que moi je le sens, hein. Oui, oui, oui. Moi, je le sens comme ça, je le sens comme un enseignement d'une non-violence très profonde parce qu'elle va vers la guérison, vers l'offrande de la guérison, l'offrande de la nourriture aussi, hein, dans toutes les paraboles. Et je me dis à un moment donné, mais en fait, le message du Christ, est-ce que quelqu'un l'entend? Pourtant, moi, je ne suis pas chrétienne. Moi, c'est Yeshe Tsogal, donc je suis bouddhiste. Mais en même temps, est-ce que le message du Christ, on l'entend? Est-ce qu'on comprend que ce n'est pas une blague? C'est vraiment quelque chose Mhm. en dehors du concept. On peut enlever même toute l'histoire Mhm. de la famille de Dieu, hein, tout ça. Peu importe, on peut la garder ou l'enlever, mais en tout cas, le plus important, c'est l'attitude. Est-ce que cette attitude d'ouverture à absorber la difficulté de l'être humain, son agression, sa perversion, sa difficulté à rester tout simplement lui-même. Il peut toujours devenir autre chose, non? Est-ce qu'on comprend à un moment donné que l'idée de tendre l'autre joue ou l'idée de ne pas rétribuer l'agression par l'agression, c'est quelque chose de très important? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas, qu'on le comprend ou pas, mais c'est pour moi, quand j'entends ça et quand je lis, Yeshe Tsogal ou moi, j'ai été élevée dans une culture chrétienne, donc j'ai aussi appris toute l'histoire du Christ et cetera. En fait, j'avais Pardon. pas jusqu'à maintenant perçu qu'ils sont capables de ça parce qu'ils incarnent vraiment cette notion d'il y a pas de différence entre moi et l'autre. Dans leur dans leur vécu, il y a pas moi, Yeshe Tsogal et les autres en train de m'agresser. Dans son vécu, tout ça est un et donc elle sait qu'elle peut guérir de l'intérieur des autres parce qu'elle sait que ce qu'elle travaille à l'intérieur a un effet à l'extérieur. Mais ça, c'est seulement maintenant que je le perçois. Avant, quand on disait, comme tu dis, «On tend l'autre joue», c'était quand même très connoté, d'un bagage, tu sais, d'autoflagellation, quoi. On répond pas à la violence, parce que c'est pas bien et alors, en plus, avec l'idée derrière de peut-être si je souffre beaucoup, je vais m'élever spirituellement parce qu'apparemment la souffrance, ça paye bien, tu vois? Ça ouvre quand même les portes du paradis donc mais là, c'est autre chose. Ah oui, non, Là, ça n'a rien à voir. ils ont pas le Christ est effectivement, je pense pas moi, je suis très d'accord avec toi, je pense pas que le Christ était là sur sa croix dans une énergie d'autoflagellation, pas du tout. Comme tu dis, il revient de lumière. Donc ils ont perçu ce truc de comme tu dis, j'absorbe, je transmute
et c'est l'alchimie, enfin, c'est ce que tu disais aussi dans le livre, hein, je crois que c'est dans le livre aussi que tu le dis, que voilà, les alchimistes ont parlé de transformer le plomb en or, heu, enfin partout dans plein de sagesse, on revient avec cette notion de ce qui nous semblerait complètement inverse, mais si tu le prends et en ayant cette conscience de l'esprit infini, alors il y a un miracle. C'est-à-dire que si le Christ, on le prend, si on le prend pour notre conversation, en tout cas, comme la manifestation d'un archétype, hein, comme si à un moment donné, l'être humain, tout d'un coup, le Bouddha aussi, hein, c'est la manifestation d'un archétype. Le Bouddha, il dit, écoutez, les mecs, on s'arrête là, hein. Stop. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il prend jamais une voiture, il prend une voiture qu'une fois dans sa vie. Il va Mmh. toujours à pied. Donc, il est très Oui. écolo, le Bouddha. Et ensuite, bon, le Christ arrive et lui, c'est autre chose, mais en tout cas, l'amour est très important. Donc l'amour dans le sens vraiment universel, hein, donc de tous les êtres. Donc la manifestation de cet archétype, comme si à un moment donné, l'être humain pourrait éventuellement le percevoir, ça, hein. Mais dans un monde qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est encore le cas. Et aujourd'hui, justement, on a un problème parce qu'on est à porte-à-faux. Parce que du point de vue scientifique, les gens qui font des recherches scientifiques sont allés tellement loin qu'il va falloir réajuster. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que l'être humain tel qu'il vit maintenant n'est pas du tout au niveau de la technologie qu'il est capable de produire et de développer. Il n'est pas au niveau pour s'en servir, même pas. Parce que lui-même ne comprend pas cette technologie à l'intérieur de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te Oui, parlais tout à d'intérieur et fait. d'extérieur. Ouais. Mais, mais tout ça pour dire que c'est un monde, en tout cas jusqu'à l'ère industrielle, jusqu'à l'an 2000, de perforation systématique. Et d'ailleurs, ça continue. Tu les as vus avec leur grand phallus là, aller dans l'espace. Là, ils sont tout fiers d'eux. Mmh mh. On Ouais. fait rire. Il y a tout le monde qui est en confinement, on est en train de ruiner la moitié du monde et eux, ils sont très riches. Du coup, ils ont même arrêté les nouvelles en plein milieu pour montrer ce type dans son gros suppositoire là. Et en plus, il y en avait 2 en même temps. Je t'ai dit: «Mais c'est pas possible, on en est encore là? Vous êtes là encore en train de violer le ciel quoi, mais allez, bon d'accord». Je suis Mmh. pas contre, mais en même temps, c'est quand même un peu pathétique. Mmh. Oui, et puis Ça c'est l'intention, Et c'est dans ton intention. et donc toutes ces machines et toute cette façon de penser, elle est perforante. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais perforer. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'il y a un excès. Oui. Donc le viol, c'est la manifestation de ça. Mmh mh. C'est-à-dire pourquoi un homme viole, j'en sais rien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il en ressent le besoin. Mmh mh. Sinon il ne ferait pas ça. C'est comme moi quand je suis boulimique. C'est pas bon d'être boulimique, hein, mais Oui, si je mmh. suis boulimique, c'est parce que j'en sens le besoin. Ça me fait du mal, mais je le fais quand enfin je le fais plus, mais j'ai fait quand j'étais jeune, tu vois? Donc pourquoi, un homme, il va violer? C'est parce qu'il a une boulimie de perforation et tu te rends compte que finalement la plupart des choses qu'on fait, c'est perforer. Donc c'est perforer, pour faire un tunnel, c'est perforer pour aller chercher l'or, c'est perforer on perfore le ciel, on perfore, l'eau, on perfore la terre et à un moment donné, c'est trop, quoi. Oui. C'est pour ça que le livre insiste aussi sur la qualité inverse, qui est Oui. beaucoup plus, de se dire: «Bah, voilà, si on s'intéresse au féminin, on a intérêt à s'intéresser aux qualités spirituelles de l'organe sexuel féminin». Donc ça ne veut pas dire qu'on va, tomber dans l'autre excès, tu vois? Oui. D'être Non, tout le temps en train de ouais, sucer. ouais. Tu vois? Comme toujours en train de ramener à l'intérieur et de garder. Moi, tu sais, moi, je vois même moi, hein, j'aime beaucoup mon petit chat, je vois bien qu'il y a un instinct à l'intérieur de moi qui a envie de le je dis: Bien «Attends, sûr. fous-lui la paix, quoi». Mmh. Mmh Tu vois? mh. Tu vas dire: «Écoute Ouais. maman, laisse-le tranquille», parce que c'est trop, quoi, tu vois? Oui. Donc trop l'un ou trop l'autre. Oui. Ouais, donc c'était ça par rapport à, à l'idée, si tu veux, que pour travailler avec l'excès de perforation, les femmes, nous pourrions petit à petit, en tout cas, créer des conversations à ces sujets-là,
en cherchant à ne pas s'énerver tout le temps, Mmh. en cherchant aussi à ne pas développer trop une imposition conceptuelle par rapport au fait qu'il faut penser comme ci ou comme ça. On n'est pas forcément obligé de trouver merveilleux de pouvoir s'avorter tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout non plus obligé de penser que c'est complètement interdit, mais on peut quand même se dire qu'il faut peut-être, comme avec le feu, faire un peu attention, Mmh. non? Si on parle Ouais. de la nature, de l'écologie, bah, les bébés, normalement, jusqu'à ce qu'ils deviennent éprouvettes, ils naissent quand ils veulent dans un ventre, parce qu'à un moment donné, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il arrive. Mmh. Est-ce que c'est tellement, tabou, de dire à un moment donné que peut-être qu'au lieu d'avorter, on devrait changer l'environnement de cette femme? Je ne sais pas. Tu vois? Est-ce que nous, les femmes, on peut avoir une attitude qui n'est pas forcément perforante vis-à-vis de l'agression de l'homme? Est-ce que le fait de le punir, ça va le faire arrêter? Non, il ne va pas s'arrêter. On a beau le punir, il ne s'arrête pas, hein. Non. Non, ça m'a aussi, j'en ai parlé, avec quelqu'un, aujourd'hui justement du livre et de cette idée d'absorption, enfin de renversement quelque part de dynamique et l'image qu'il me donnait m'a beaucoup parlé qui était en plus c'était un homme avec qui j'en parlais, il me disait: «C'est comme les trous noirs, heu, de l'espace. On pourrait être des trous noirs qui absorbent et dans le trou noir, l'espace-temps se modifie». Et donc, là aussi, je me suis dit, comme tu disais, on a fait des découvertes et on n'a même pas encore complètement, intégré ce que ça signifie. Non, parce que Par ces exemple, découvertes, elles demandent qu'on renonce un peu à notre ego, un peu beaucoup. oui, Mmh, oui, un peu beaucoup, oui. mmh. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas le choix d'ailleurs. C'est ou ça ou une catastrophe. Là, par contre, je dis ça sans réfléchir, hein. Oui, C'est sorti tout seul. Ou on va oui. comprendre, à un moment donné que c'est très, très important, de reprendre notre présence au monde, non pas avec des opinions, mais en renonçant à notre ego. Et renoncer à l'ego, ce n'est pas si compliqué que ça, hein. C'est comprendre à un moment donné quelle est la motivation avec laquelle on vit, chaque journée. C'est juste ça. Parce que ça n'empêche pas d'avoir des défauts, on a tous des défauts, c'est pas une question de devenir parfait. C'est plus une question de motivation et de sincérité aussi. Mmh. Parce qu'être honnête avec soi-même, c'est soi-même, qui le savons et c'est soi-même qui sait qu'on est honnête avec soi-même et les fruits de l'honnêteté qu'on a envers soi-même, c'est soi-même qui les récolte et personne ne peut, rien faire à ce sujet-là. Donc c'est Mmh. chacun, en soi-même qui trouve cette honnêteté et ensuite détecter quelle est la motivation, bah, c'est juste prendre, 3 secondes pour, vérifier. C'est quoi la motivation? Et de temps en temps, moi je vois bien, hein, ça peut m'arriver tout d'un coup je dis: «Attends, cette motivation, c'est pas celle-là que tu veux, hé, 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 wouhou, wouhou, Yuma, reviens!» C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Oui. oui, la motivation et aussi dans le livre, tu en parles et je trouve que c'est très juste, c'est la simplicité que, on peut, rapidement savoir si on est dans l'ego ou pas parce que quand on n'est pas dans l'ego, c'est très, très simple. Et quand on est dans l'ego, c'est pas simple. C'est toujours très compliqué. Ouais, mais bon, on peut pas devenir, juge de soi-même. C'est plus, je crois, hein, c'est plus une question de rester dans l'authentique, connexion avec notre bonté fondamentale et bien sûr que, c tu sais, c'est la vie qui te forge. Mmh. Donc tu fais une erreur ou tu dis un truc, c'était pas ça qu'il fallait dire. Tu te rends bien compte que c'était pas ça la motivation. Donc ce n'est pas tellement une question, d'être trop exigeant avec soi-même parce que ça donne, en général un jugement et tout ça et l'ego, il n'existe pas de toute façon, hein. Donc de toute façon, il y a aucun problème avec lui. Renoncer à l'ego, c'est renoncer à une croyance, c'est pas renoncer à un truc qui existe, hein. Ah, ça, c'est intéressant ça, dis-moi. Ah oui, mais ça c'est bouddhiste, hein, c'est pas je l'ai pas inventé, hein. Ah, Toutes les pratiques bouddhistes, elles consistent à chercher l'ego et tu le trouves pas. Donc à un moment donné, tu dis: «Bah, écoute, puisque tu le trouves pas, personne n'a jamais trouvé, c'est qu'il y en a pas». Mmh.
Donc du Mmh. coup, on peut se détendre. Mmh. Mais c'est vrai que ça pourrait vraiment nous aider parce que ça pourrait nous aider à plein, plein, plein de points de vue, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et je pense que les femmes, c'est leur moment maintenant, donc voilà. En plus, Vénus est là à côté de Pluton, c'est le moment, mesdames. Oui, et est-ce que tu as l'intention, le livre, de, par exemple, proposer des lectures ou des discussions dans des lieux comme, je sais pas, des écoles ou, je trouve que Dans ce les serait quand même bien. Non, j'aimerais beaucoup, mais dans les médias, si tu veux vu les circonstances, je suis un peu en retraite. Ah J'attends. oui, oui, J'attends oui, oui, qu'ils oui. j'attends de voir si à un moment donné, ils vont se calmer. Aussi, ce qui m'a enfin, je serais assez, curieuse de voir si ce serait possible d'amener ce sujet, dans un secteur où moi j'ai suivi une formation, tu sais, en psychotraumatologie et victimologie. Alors évidemment, toute cette partie sur Yeşil Tsogal, comment elle réagit face à ces agressions, comment elle transmute, d'un point de vue spirituel, je me suis dit: «Ah, est-ce qu'on pourrait parler de ça à des professionnels qui accompagnent des personnes qui ont des traumas?» C'est quand même le lieu où ce serait bien de parler de ça, et en même temps, c'est tellement, tellement, à l'envers de tout le courant qui est C'est de au contraire. vertigineux, c'est Oui, vertigineux. c'est vertigineux, vraiment. Mmh. Mais ça t'intéresserait? Tu serais prête à Ah le faire? moi, à fond, hein, de toute façon, je suis prête, hein, ça fait longtemps que je me prépare. Ben, ma chère, je crois qu'on est arrivé à déjà à 1 heure et quelques. Je sais Oui. pas, ça coupe, spontanément ou ça reste? Ah, beh, des fois ça coupe, des fois pas, donc on peut choisir de nous l'arrêter si on a envie. D'accord. Bah, écoute, petit à petit, on va conclure pour être sûr de dis-moi? C'est inépuisable. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais on peut continuer, hein, on peut continuer, Mélina, si tu veux, on peut en faire un autre, hein. Donc Ouais, avec moi, en tout plaisir. cas, je suis tout à fait ouverte, comme je t'ai dit, j'ai passé des années à parler de de cette femme, Yeşil Tsogal et il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées ou qui ont été révoltées par ce que je leur racontais. Oui. Donc ça m'a beaucoup interrogée et donc le livre, c'est quand même, un pas de plus, hein, dans ma volonté quelque part d'ouvrir une communication entre femmes en tout cas et les hommes sont bienvenus, hein, mais en tout cas entre femmes à ce sujet. Bien sûr que les hommes sont bienvenus. J'aimerais bien aussi, qu'on puisse parler avec les hommes de justement du viol et des choses comme ça. Mmh. Oui, et C'est-à-dire puis de moi désinhiber un petit peu la conversation justement parce qu'on rentre dans un espace dans lequel on fait un petit peu la promesse intérieure d'arriver avec, une ouverture à l'écoute et une ouverture à la réception de ce que chacun ressent et vice versa. est-ce que tu penses que c'est des discussions qui seraient possibles en ligne, par Oui, bien exemple? sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très possible Oui, en petits oui, groupes? bien sûr. Moi je me trouverais ça super. OK, super. Je OK. retiens cette idée, ça me parle. OK Mélina, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, je t'embrasse. À bientôt, hein, on recommence, hein. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bisous, Ciao. Yuma. Ciao. Ciao, ciao.